Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à la suite du cours sur les conversions et transferts d'énergie avec une correction des exercices précédents sur l'énergie électrique et le début du cours et une correction d'exercice sur l'énergie chimique. Alors, donc le premier exercice, 32, page 262. Il s'agit d'un exercice sur le fonctionnement d'une source de tension et de regarder un petit peu les problématiques de rendement et de résistance interne dans une source de tension, par exemple une pile ou une batterie. Alors, la première question, on nous demande quelle est la puissance délivrée par la source de tension. Bah là, c'est assez simple, hein. Elle fonctionne sous 5 volts, donc la tension à ses bornes est de 5 volts, et il y a un courant qui est débité dans la charge, dans ce qu'on a mis dessus, la lampe en l'occurrence. On a une charge qui fait débiter un courant de 2,5 fois 10 puissance 2 milliampères. Bon, bah, la puissance utile qu'on a dans notre récepteur, et donc qui est délivré par la source de tension, c'est U, donc 5,0 volts, fois 2,50 fois 10 puissance 2 milliampères. Donc ça, tout calcul fait, ça fait 1,25 watts. Il ne faut pas oublier que c'est des milliampères et que P égale UI, la puissance est en watts si la tension est en volts et le courant en ampères. Donc si c'est des milliampères, il faut faire attention. Ensuite, on nous demande de calculer la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance interne. Bon, ben, la résistance de 2,0 ohms, elle est parcourue par un courant de 2,50 fois 10 puissance 2 milliampères. On sait que donc, la puissance c'est U fois I et que U c'est R fois I. Ça c'est la loi d'Ohm. La tension aux bornes d'une résistance, c'est son courant fois sa résistance. U égale RI. Donc si on remplace U par R fois I dans la formule P égale U fois I, on trouve P2, la puissance dissipée dans la résistance interne par effet Joule, qui vaut 2 ohms fois le courant au carré, RI carré. Donc 2 fois 250 fois 10 puissance 2 milli au carré, ça fait en tout 0,125 watts. Bien, ensuite, on cherche à déduire de ça la puissance effectivement délivrée par la source. Bah, la source, elle a besoin d'alimenter deux charges. La charge externe, on a vu que la puissance c'était 1,25 watts, et la charge qui est en interne, due à la résistance interne, qui vaut 0,125 watts. Donc on fait la somme des deux pour trouver la puissance globale. 1,375 watts. Bien. Alors on va calculer maintenant le rendement de la source, ρ. Et le rendement de la source, il est défini comme étant la puissance qui est effectivement utile, par exemple qui va servir à alimenter une lampe ou je ne sais quoi, et la puissance qu'on a complètement dissipée dans le système, y compris les pertes et les choses qu'on ne voulait pas mais qu'on a quand même. Alors ici, on va diviser donc la puissance dissipée dans la lampe, 1,25 watts, par la puissance totale qu'on avait calculée à la question 3, 1,375, et donc on obtient un rendement de 0,91%. Ça veut dire que, grosso modo, 90% de l'énergie délivrée par notre système, notre générateur, sert effectivement à alimenter la lampe. Il y a 10%, un peu moins de 10% de pertes. Et les pertes, c'est juste que le système chauffe. Votre pile chauffe. Vous pourrez vérifier d'ailleurs que ce soit un téléphone avec une batterie ou une pile standard, quand on fait débiter beaucoup de courant, ça chauffe. Le téléphone, il chauffe si on l'utilise beaucoup. Maintenant, on va se proposer de changer le courant, donc on change la lampe, le courant est plus important, et de refaire tous les calculs. Alors, donc je remplace le courant, je change de courant, au lieu de valoir 2,5 fois 10 puissance 2 milliampères, il vaut 500 milliampères. Donc la puissance délivrée par la source de tension dans la lampe, hein, c'est 5 volts fois 5 fois 10 puissance 2 milliampères, on est donc à 2,5 watts. On a un courant qui est deux fois plus grand et donc une puissance qui est deux fois plus grande dans la, dans la lampe. Ensuite, la puissance dissipée dans l'alimentation, à cause de la résistance interne, bah, on remplace le courant d'avant par le nouveau courant, et là on trouve 0,5 watts. Alors par contre, attention, hein, le courant étant au carré, c'est pas tout à fait, c'est plus proportionnel. Ensuite, on additionne donc la puissance dissipée dans la lampe et la puissance dissipée dans la batterie pour avoir la puissance totale, qui vaut donc 3 watts cette fois-ci. Et maintenant, le rendement, on redivise la puissance qu'on a utilisée, 2,5 watts, par la puissance globale, 3 watts, et là on trouve un rendement de 0,83, soit 83%.
Conclusion, plus on va faire délivrer à une batterie ou une pile un courant important, plus la puissance dissipée par effet Joule dans la pile va être importante, et plus en fait on va perdre de l'énergie quelque part. Et donc on a plus de pertes par effet Joule. Ok, correction maintenant du deuxième exercice, exercice 41, page 264. Alors, cette fois-ci, on va travailler sur un accumulateur, c'est-à-dire un système qui fournit de l'énergie électrique, mais qu'on peut recharger. Donc, c'est ce qu'il y a dans tous les téléphones portables, les ordinateurs, etc. Donc, on va commencer par répondre à la question 1A. On nous demande l'expression de l'énergie dissipée par effet Joule au bout d'une durée delta T. Alors, ça, c'est relativement simple. On sait que la puissance dissipée par effet Joule dans une résistance, c'est la résistance fois I au carré. Ça vient du fait que la puissance est définie comme U fois I et que U est égal à RI dans une résistance. Donc vu que la puissance vaut R fois I carré, je vais pouvoir calculer l'énergie comme étant la puissance fois delta T, et donc l'énergie c'est R fois I carré fois delta T. Alors, si on met tout ça dans les bonnes unités, on va pouvoir calculer l'énergie en fonction de 3,2 ohms, ça c'est la résistance de l'accumulateur, la résistance interne. 75 mA, c'est le courant débité par la source. Et on a 8 heures de charge, donc 8 heures fois 3600 secondes par heure, ça fait donc 518 joules en tout. Ensuite, on nous dit que l'énergie à fournir pour recharger complètement l'accumulateur vaut 2590 joules. Or, on sait qu'une partie de cette énergie est utilisée et dissipée dans la résistance interne. Donc on va enlever à 2590 l'énergie dissipée, 518 joules, et on va calculer le rendement en divisant donc 2590 moins 518 joules divisé par 2590. On obtient un rendement de 80%, 0,8. Donc ça veut dire que 80% de l'énergie consommée par l'accumulateur sert à charger l'accumulateur. Le reste est dissipé sous forme de chaleur. C'est perdu si vous voulez. Ensuite, on nous demande de calculer la charge électrique accumulée pendant la phase de charge. Alors la charge électrique accumulée, on sait que le courant électrique I, c'est la quantité de charge par unité de temps, Q divisé par delta T. Donc la charge globale, c'est I fois le temps que dure la charge. Donc un courant de 75 mA pendant 8 heures, ça fait une charge globale de 2160 coulombs. J'ai simplement multiplié le courant, 75 mA, par 8 heures et 3600 secondes par heure. Enfin, on va parler de la décharge maintenant. On va transformer l'énergie chimique dans l'accumulateur en énergie électrique. On nous propose de prendre le rendement de cette conversion, le même que celui précédemment. Donc, tout à l'heure, l'énergie utile que j'avais stockée dans l'appareil, c'était 2590 moins 518. Et cette énergie-là, donc à peu près 2000, donc dans cette énergie, je vais récupérer 80% de cette énergie. Et donc on peut calculer que les 80% de l'énergie utile, ça fait 1658 joules. Donc c'est l'énergie qu'on a récupérée à la fin sous forme électrique, pour par exemple alimenter un appareil. Maintenant, si on regarde le rendement sur tout le cycle, on va regarder l'énergie qu'on récupère à la fin, 1658, et l'énergie qu'on a utilisée au départ pour remplir l'accumulateur, pour le recharger, 2590. On obtient globalement un rendement de 64%. Ce qui signifie qu'en fait, lors d'un cycle de charge-décharge complet d'un accumulateur, on a un peu plus de la moitié de l'énergie qui est effectivement utilisable, le reste étant dissipé par effet Joule, donc sous forme de chaleur. Alors c'est pas extrêmement efficace, il y a des systèmes beaucoup plus efficaces avec des meilleurs rendements, mais en général c'est des moteurs thermiques et ça serait assez délicat d'avoir un téléphone portable qui fonctionne au samplon 95, simplement pour une question de masse, c'est forcément beaucoup plus gros, et puis il y a un pot d'échappement, ça pollue, c'est un petit peu compliqué à utiliser. Et un système électrique est beaucoup plus petit, léger et pratique. Par contre, on a des pertes plus importantes par effet Joule. Alors, on va attaquer maintenant la problématique de l'énergie chimique. Donc l'énergie chimique, c'est l'énergie contenue dans les molécules et qui est susceptible d'être libérée lors des réactions chimiques. Donc on va voir un petit peu comment on calcule et comment ça se passe.
Alors, donc, le principe de base, si on mélange des espèces chimiques ensemble, on a parfois un phénomène où des espèces disparaissent, c'est ce qu'on appelle les réactifs, et d'autres espèces chimiques apparaissent, c'est ce qu'on appelle les produits. Dans ce cas-là, on a affaire à une transformation chimique, c'est-à-dire une modification du nuage électronique à l'échelle des atomes. On ne touche pas au noyau, on change que les nuages électroniques autour des atomes, on réarrange les voisins. Alors, donc, dans une transformation chimique, les réactifs forment des produits et en même temps, ils échangent de l'énergie avec l'environnement. Et on note ça de manière suivante. Par exemple, on fait la liste des réactifs à gauche, avec des plus entre les réactifs. On met une flèche pour indiquer qu'il y a une réaction chimique, une transformation, et on met la liste des produits à droite. Donc ici, par exemple, le carbone plus le dioxygène, lors d'une combustion, forme du dioxyde de carbone. Au niveau atomique, on a un atome de carbone qui va réagir avec une molécule de O2, de dioxygène, pour former une molécule de CO2. Donc j'ai un carbone, deux oxygènes à gauche et un carbone, deux oxygènes à droite. Je n'ai pas changé le nombre d'atomes, j'ai juste changé l'arrangement électronique autour des atomes. Ce genre de réaction chimique est assez courante, c'est celle qu'on observe quand on fait un barbecue. Et c'est une réaction qui a la propriété de dégager énormément d'énergie dans l'environnement. Ça chauffe. C'est donc exothermique, c'est comme ça qu'on dit. Alors, on va faire un petit point technique sur le sens et le signe de l'échange. Par convention, et c'est vraiment par convention, en chimie, on se place toujours du point de vue des réactifs, c'est-à-dire que le réactif, il évolue dans l'environnement. Ici, par exemple, on a du charbon, on a du dioxygène, mais ce dioxygène, il est dans l'air avec le diazote. Et il y a 80% de diazote et 20% de dioxygène environ. Mais quand on va vouloir parler d'énergie, on va vouloir savoir dans quel sens a lieu l'échange, puisque les réactifs peuvent donner de l'énergie à l'environnement comme en prendre. La convention, c'est qu'on se place du point de vue des réactifs, on se place de ce point de vue-là. Si les réactifs libèrent de l'énergie, elle est perdue pour les réactifs. Ils ont perdu de l'énergie, ils l'ont donnée à l'environnement. L'environnement gagne de l'énergie. Typiquement, la libération d'énergie est forcément négative du point de vue des réactifs. La conséquence, c'est que l'environnement recevant de l'énergie, il va chauffer. C'est par exemple la base des combustions. Si les réactifs absorbent de l'énergie à l'environnement, ils ont besoin d'énergie pour faire quelque chose, cette absorption est montée positivement, et dans ces cas-là, c'est l'environnement qui perd de l'énergie, et les réactifs qui en gagnent. S'ils gagnent de l'énergie, elle est notée positivement, et c'est typiquement des réactions endothermiques. Elles vont absorber de l'énergie à l'environnement, et potentiellement refroidir l'environnement, puisque l'environnement perd de l'énergie. Bien, donc une fois qu'on est d'accord sur le signe, il faut juste se rappeler, on se place du point de vue des réactifs. Et après on réfléchit, on retrouve les plus et les moins. Donc, qu'est-ce qui se passe lors d'une réaction chimique? On va faire ça en plusieurs étapes. On a une première étape qu'on va appeler la dissociation. On va casser les molécules en petits atomes. Une fois qu'on a cassé les atomes, on va former des nouvelles molécules. Donc, on va réassembler, réagencer les atomes. Ici, par exemple, au départ, on avait un atome de carbone, deux atomes d'oxygène. On va les dissocier, on va se retrouver avec un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Et enfin, on va les reformer pour former une molécule de CO2. Donc il y a vraiment deux phases. La première phase va consister donc à dissocier. Pour dissocier, casser les molécules de départ, on va avoir besoin d'énergie, donc on va absorber de l'énergie dans l'environnement. Ensuite, quand on va vouloir fabriquer la molécule à partir des atomes seuls, isolés, la formation des molécules va libérer de l'énergie dans l'environnement, c'est-à-dire qu'on va perdre de l'énergie du point de vue des réactifs. Au final, en fonction de combien d'énergie on a absorbé et de combien d'énergie on a libéré, on va avoir une réaction qui va être soit endothermique, elle va globalement absorber plus d'énergie qu'elle en libère, soit exothermique, elle va libérer plus d'énergie qu'elle n'en absorbe. La plupart du temps en chimie, les réactions sont exothermiques, c'est-à-dire qu'elles vont naturellement libérer de l'énergie à l'environnement, l'exemple étant la combustion qui libère effectivement de l'énergie dans l'environnement. Et donc dans ces cas-là, le signe de l'échange global est négatif puisque les réactifs perdent de l'énergie, ils la donnent à l'environnement.
Donc hein, on se rappelle, le signe est négatif puisqu'on perd de l'énergie. Alors, l'énergie donc chimique de réaction, c'est l'énergie qui est échangée pendant une réaction chimique, quel que soit son signe. Elle peut être positive ou négative, donc. Cette énergie est échangée toujours sous forme thermique, donc c'est de la chaleur, donc l'environnement a son température qui augmente ou qui diminue. Et attention, de temps en temps, il peut y avoir aussi un changement d'état dans une réaction chimique, avec éventuellement absorption-libération d'énergie lors de ce changement. Donc, comment maintenant on va pouvoir calculer cette énergie? Eh bien, on va juste détailler un petit peu toutes les étapes. On peut faire ça. Premièrement, donc, je pars de par exemple, de mon carbone et mon dioxygène. Je vais dissocier mon carbone et mon oxygène, mais mon dioxygène, pardon, je vais le dissocier en 2 atomes d'oxygène. Pour ça, j'ai un tableau qui me dit que pour casser une liaison, double liaison O, il me faut 498, ici, kilojoules par mol. Ça veut dire que pour casser une mol de dioxygène, il me faut 498 kilojoules. Donc je vais absorber cette énergie à mon environnement et casser la molécule. Ensuite, pour fabriquer une molécule de CO2, je vais avoir besoin de fabriquer 2 liaisons C double liaison O. Donc elles sont ici, et ça, je vais libérer de l'énergie. Je vais libérer de l'énergie dans mon environnement, et j'ai besoin pour chaque liaison de 804 kJ par mol. Donc comme j'en ai 2, je vais donc libérer 16 008 kJ par mol. Si je fais la somme de l'énergie absorbée moins l'énergie libérée, donc j'obtiens un rendement qui est globalement négatif. Je libère bien de l'énergie. Alors on va voir sur un exemple, sur un exercice, comment ça se passe, sur un exemple un peu plus compliqué. On va regarder la combustion du propanéol dans l'air. Donc le propanéol, c'est un alcool. On va le brûler avec du dioxygène. Et on va donc chercher déjà quelle est la réaction chimique qui se passe, quelle est l'énergie de cette combustion, et le comparer à la valeur qu'on trouve dans les tables, moins 1844 kJ par mol. Là encore, l'énergie indiquée est négative parce que par convention, c'est les réactifs, le propanéol et l'oxygène, qui vont perdre cette énergie, donc qui vont réchauffer l'environnement. C'est bien une réaction exothermique. Alors, on y va. Donc, le propanéol, c'est un oxygène, 3 carbones et 8 hydrogènes. Pardon. Donc, on a C3H8O qui va réagir avec du dioxygène O2 pour former H2O et CO2. Bien, alors maintenant on va équilibrer cette réaction chimique puisque le nombre d'éléments à gauche et à droite n'est pas le même. Alors premièrement, on a 3 carbones à gauche, donc on va mettre 3 carbones à droite. Donc on indique avec en bleu, un nombre stoichiométrique de 3, puisque si je détruis ma molécule de propanéol, je récupère 3 atomes de carbone, donc à droite je dois aussi avoir 3 atomes de carbone, 3C. Ensuite, à gauche, j'ai 8 atomes d'hydrogène, donc à droite, je vais aussi avoir besoin de 8 atomes d'hydrogène. Je vais donc placer un 4 juste devant H2O, puisque j'ai besoin d'utiliser 8 hydrogènes. Ensuite, pour fabriquer 3 CO2 et 4 H2O, je vais avoir besoin de 8 atomes d'oxygène. 4 pour l'eau, ici, et 6 pour l'oxygène, donc je vais avoir besoin de 10 atomes d'oxygène. Donc, pour prendre les atomes d'oxygène, je vais utiliser le dioxygène ici, mais attention, j'ai encore un oxygène ici. Donc, je vais avoir besoin de 9 atomes d'oxygène, puisque ici j'en ai déjà un. Donc, il me faut 4,5 molécules de O2. 4 molécules de O2 pour avoir 8 atomes d'oxygène et une demi-molécule de O2 pour avoir un atome d'oxygène en plus, de manière à avoir 10 atomes d'oxygène à gauche et 10 atomes d'oxygène à droite. Bon. Par convention en chimie, on n'a pas le droit d'écrire ça, on n'a pas le droit de prendre des moitiés de molécules, donc on va se débrouiller pour avoir que des nombres entiers dans les nombres stoichiométriques. Les nombres en bleu doivent tous être entiers. Alors quand on arrive à cette situation-là, le plus simple, c'est de multiplier tout par 2. Donc je vais prendre 2 molécules de C3H8O, 9 molécules de O2, je vais obtenir 8 molécules d'H2O et 6 molécules de CO2. Ces 4 nombres on ne peut pas les réduire encore, sinon on aurait des nombres à virgule, on est obligé d'avoir des nombres entiers, et c'est ça les coefficients stoichiométriques de la réaction chimique.
Maintenant, on va pouvoir calculer pour chacune des molécules combien d'énergie va être nécessaire de prendre dans l'environnement pour les casser ou de libérer dans l'environnement pour les former. Alors, pour fabriquer le propane 1-ol, je vais avoir besoin d'absorber dans l'environnement l'énergie correspondant à 7 liaisons CH, une liaison OH, une liaison CO et 2 liaisons CC. Donc maintenant, à chaque fois qu'on veut casser une liaison CH, il va nous falloir 415 kJ. À chaque fois qu'on va casser une liaison OH, il va nous falloir 433 kJ, 463 pardon, kJ. À chaque fois qu'on va vouloir casser une liaison CO, on va avoir besoin de 358 kJ, etc. Si on fait tous les calculs, on obtient une énergie totale par mol, par gros paquet de molécules, donc de 4416 kJ. Bien. Donc, on va faire la même opération pour les autres réactifs et produits. L'oxygène, on va casser une liaison OO, donc on a 498 kJ par mol de molécules de dioxygène. La molécule d'eau, pour la former, on va libérer 926 kJ par mol, 2 liaisons OH. Et pour former du CO2, on va libérer 1608 kJ par mol, moins 1608 kJ par mol, correspondant à l'énergie libérée par la formation de cette molécule. Bon, maintenant on fait les comptes. On va avoir, donc on reprend l'équation bilan. On va, les réactifs, on va absorber 2 fois l'énergie de liaison de la molécule de C3H8O. On va casser 2 molécules comme ça. Enfin 2 moles de molécules comme ça. On va casser 9 moles de molécules de O2, et donc on va avoir une énergie absorbée dans l'environnement qui vaut 13 314 kJ. C'est l'énergie nécessaire pour casser tout ça en petits morceaux. Ensuite, on va regarder l'énergie libérée. On va fabriquer 8 molécules d'H2O, ce qui va libérer cette quantité d'énergie ici. Et on va fabriquer 6 molécules de CO2, donc on va libérer cette quantité d'énergie ici. Donc au final, au total, on libère moins 17 056 kJ par mol de réactif, par mol d'avancement. Donc cette quantité d'énergie correspond à l'énergie libérée par la fabrication de tous les produits. Et donc maintenant, l'écart entre les deux, l'énergie libérée lors de la combustion, donc c'est de 2 moles de propananol, c'est moins 3742 kJ. Alors c'est bien pour 2 moles, puisque dans l'équation bilan, on a 2 moles de C3H8O, de propananol. Et l'énergie est bien négative parce qu'on a affaire à plus d'énergie libérée que d'énergie absorbée, donc on a une réaction exothermique. Maintenant, on va diviser par 2 le nombre de cette énergie pour avoir l'énergie par mol de propanol libérée, et on trouve moins 1871 kJ par mol. Cette énergie, c'est l'énergie libérée pour une mol de C3H8O de propanol. Et par rapport aux moins 1844 qui sont proposés dans le livre et dans les tables, on est assez proche, on a un écart évidemment qui est de quelques pourcents, et qui est suffisamment faible pour être pas significatif, c'est pas un problème. On aurait trouvé 10 fois plus ou 10 fois moins, on aurait eu un souci de calcul. Là, avec une erreur de moins de 5%, c'est pas un problème. On va considérer qu'on est bon. Donc attention, il y a 2 pièges. La valeur est négative parce que c'est exothermique, et on avait calculé cette énergie pour 2 moles de propanol. Donc il faut faire bien attention, il faut diviser par 2 le résultat pour l'avoir pour une seule mole de propanol, puisque on veut comparer à l'énergie libérée par mol. Bien. Alors, maintenant, pour continuer à vous entraîner et vérifier que vous avez bien compris comment ça se passait, je vous propose 2 autres exercices, l'exercice 45, page 168, et l'exercice 32, page 164, qu'on tâchera de corriger la semaine prochaine. Allez, bon courage et à bientôt. Au revoir.